j'espère que vous allez bien. Bien. Moi, c'est M. Samaké. Alors, je suis très honoré aujourd'hui d'être convié, voilà, à la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de GCIP IMO. Donc, du coup, c'est un honneur d'être là et d'être parmi cette assemblée. Cette vision n'aurait pas été possible sans M. Timéra. Cette vision n'aurait pas été possible sans M. Timéra, parce qu'il a une vision. Et depuis 3 ans, il a réalisé quelque chose d'exceptionnel, avec une équipe pluridisciplinaire, aujourd'hui, qui est en train d'évoluer, de faire évoluer sa société. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un bilan de quelques petites années de production qu'ils ont réussi à faire jusqu'à là. Et voilà, aujourd'hui, nous allons vous présenter ce bilan-là. Mais avant tout, j'aimerais vraiment que on parle aussi un peu de lui, parce que ça fait quelques années que lui et moi, on a travaillé ensemble. Mais il n'a jamais hésité à se mouiller, à aller vers les autres, à voir l'immobilier autrement, à faire en sorte que ce domaine soit développé au fil du temps. Et ça, c'est très, très important aujourd'hui. Moi, j'ai été son formateur là où on travaillait. Aujourd'hui, je pense qu'il m'a clairement dépassé parce qu'il a montré qu'il est un grand entrepreneur. Il a montré qu'il a une vision. Il a montré qu'il veut que les gens soient logés différemment, que l'activité de l'immobilier se passe différemment. Et ça, je pense qu'il faut lui saluer ça aujourd'hui. Donc concrètement, nous allons parler aujourd'hui du bilan. Et dans ce bilan, nous allons parler concrètement des réalisations de GCIP. Parce que GCIP, aujourd'hui, il y a 3 entités distinctes qui composent GCIP. Et aujourd'hui, nous allons commencer par GCIP IMO. Continue. Et quand nous regardons GCIP IMO est composé aujourd'hui de transactions immobilières, de gestion locative, de plans architecturaux réalisés et de réalisation par la même équipe. Parce qu'aujourd'hui, il forme ses partenaires, il forme ses collaborateurs pour être professionnels et pour faire en sorte que tout se passe bien. Aujourd'hui, dans les transactions immobilières, nous avons 12 terrains qui ont été vendus depuis les débuts à Touli. Nous avons 2 terrains vendus à Kerndiailo et nous avons 46 terrains vendus à Tchéo. Pour une agence qui vient à peine de débuter, je pense qu'aujourd'hui c'est exceptionnel et ils sont en train de très vite évoluer. Nous avons le site de Tchéo qui est l'un des principaux sites de GCIP IMO aujourd'hui. Tu peux continuer. Voici le site de Tchéo. Ça c'est le site d'MS Rivera de Ndjahirat, qui est un nouveau projet qu'ils sont en train d'entamer. Et nous avons d'autres sites disponibles, comme celui de Sali Aérodrome, Almadi 2, Cop Cypros, Lendias, Tivaouane-Peul et Pout. Et là, vous avez les ventes, quelques petites ventes qu'ils ont réalisées, de terrains et de villas. Là, vous avez aussi la gestion locative. Ils ont écrit bâtiment, mais ils ont écrit maison, mais moi je pense que c'est même des bâtiments. Ils ont 34 bâtiments aujourd'hui qu'ils ont en gérance et ils ont 204 clients en seulement quelques années. Et ça, c'est aujourd'hui pas mal. Vous avez les plans architecturaux que eux ils font. Vous avez les réalisations, les différentes réalisations, le avant, après. Tu peux revenir un peu pour montrer la première image. Voilà. Et ça, c'est du professionnalisme. Et ils le font en un temps record. Tu peux aller sur l'autre image. Et ainsi de suite. Ça, c'est un petit immeuble, forcément. Vous avez aussi les réalisations, les chantiers en cours, parce qu'ils n'arrêtent pas de travailler. Et moi, ce qui me fascine dans sa manière de faire les choses, même dans les jours fériés, tu l'appelles, il est toujours sur les chantiers à travailler. Et il a vraiment formé son équipe pour sa vision. Et ils sont tous motivés aujourd'hui, on le voit très bien. Là, nous allons passer à GCIP, Cleaning.
qui parle de nettoyage. Parce qu'au final, quand on finit les travaux, il a réalisé que cette activité aussi est porteuse. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, quand vous finissez de construire, forcément, il faut une équipe de nettoyage. Et comme il a formé aussi son équipe dans ce système de nettoyage-là. Parce que nous retrouvons cette équipe pluridisciplinaire qui sait aujourd'hui travailler et maîtrise aujourd'hui plusieurs activités. Et ça, c'est quelque chose à saluer aujourd'hui. Ça, je le remercie aussi pour ça. Parce qu'avec ses partenaires, ses différents collaborateurs, il arrive à nous former, il arrive à nous donner des conseils, il arrive à nous faire évoluer. Donc du coup, c'est en termes de conseils, en termes de conseillers, voilà, on peut pas faire mieux que lui aujourd'hui. Ils ont aujourd'hui 16 projets de bâtiments qu'ils ont nettoyés. Donc du coup, les images les illustrent très bien. Exactement. Nous avons aussi le même personnel qui est utilisé et qui travaille sur les différents projets. Donc ça veut dire que quand on travaille ensemble, tout peut être possible. Mais il fait aussi de la formation. Donc je parlais même de ce volet-là. Mais aujourd'hui, au niveau de la formation, nous allons voir concrètement en quelques années qu'est-ce qu'il a produit. Tu peux descendre. Nous avons 54 personnes formées en bureautique, 9 en infographie, 20 en immobilier et 5 en dessin architecturaux. Et ça, aujourd'hui, ils arrivent à lier plusieurs activités et à évoluer. Donc, nous voyons quelques illustrations en images. Et là, nous allons bientôt vous présenter une petite vidéo du personnel qui parle. Je pense que quand les gens travaillent ici, il est mieux de regarder ce qu'eux ils ont à dire sur l'entreprise. Je pense qu'ils se plaisent tous ici et nous allons écouter ce qu'eux ils ont à dire. Donc du coup, je laisse la suite à mon collaborateur qui va vous présenter cette vidéo. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc bonsoir tout le monde. Je me nomme Issa Tanigora. Je suis le responsable marketing et communication de DC Imo. Une boîte que j'ai vu naître puisque je suis le cofondateur avec Chimera. Nous avons mis en place la France d'ici en 2019. Voilà, c'est après, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui a pensé aussi à mettre en place le tronc, qui est Zessi Imo, qui est le tronc de Zessi et Zessi Clinique. Donc, tout ce que je peux dire sur lui, pour commencer, c'est rare de voir un Soninké investir en Afrique. Et surtout un Soninké originaire du Gadiaga. Gadiaga, bon, comme vous le savez tous, nous sommes tous dans l'immigration, soit dans l'immigration clandestine, soit par la voie normale. Donc c'est rare de voir un jeune issu de cette zone avoir des pensées pour investir. Et aussi, souvent c'est pas facile dans nos zones. Quand tu débutes, les gens ils vont te critiquer, surtout à commencer par la famille. Donc surtout quand tu as des frères qui sont partis en Europe, même si bon, les moyens ne sont pas pareils dans certains cas. Lui, il avait les moyens peut-être de partir, mais cet argent, il a pris pour investir. D'abord, à Zessi, en 2019, on cotisait. Chaque mois, chacun donnait une part pour qu'on puisse acheter des ordinateurs, ou bien même l'aluminium qui nous a beaucoup pris, beaucoup d'argent en 7 ans. Mais heureusement que lui, il avait beaucoup de courage. Souvent, bon, c'était pas facile, mais lui, il a su sortir et aller se former surtout. En immobilier, aujourd'hui, il est en master. Un master, c'est pas facile. Parce qu'en immobilier, dès que tu vas à une maison, tu dis quoi, bon, jarul sax may jàng parce que l'immobilier, il n'y a pas de monde. Mais bon, comme il sait que nous sommes dans une génération où il y a le job jubanti, comme dit notre président, il faut apprendre beaucoup. Il faut beaucoup apprendre pour ne pas acheter ou vendre un terrain qui a des problèmes. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un qui doit être encouragé chaque moment, chaque jour. Merci beaucoup. Donc là, nous allons vous mettre une vidéo de présentation du personnel, à commencer par
communication, puisque la communication c'est le début et à la fin de tout développement ou toute agence qui veut se développer surtout. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Bon, c'est pas la peine. Je m'appelle Demba Khoumaré et je suis peintre en bâtiment. Ça fait plusieurs années que j'ai appris ce métier juste après mes études. Voilà, juste après mes études. Donc je me suis dit qu'il est temps que je trouve une qualification professionnelle. Parce que le monde d'aujourd'hui, sans qualification professionnelle, donc on sent que vraiment ça ne va pas. Donc j'ai très tôt compris. Voilà, donc au début c'était difficile, vous savez, les soninké avec la famille, quand tu fais les études, après ça à l'université, tu te dis que tu vas travailler dans le bâtiment, surtout la peinture. Ils connaissent rien de quoi, donc ils vont dire, mais attends, toi tu fais quoi là? Mais j'avais une vision, donc je savais que j'ai décidé de travailler pour moi-même. Je sens que c'est l'idéal quoi, en quelque sorte, parce que j'aime travailler pour moi-même. Donc je sens que travailler pour soi, c'est la meilleure option. Donc j'ai toujours voulu ça, pour avoir plus de temps libre et avoir plus de temps de faire des recherches et de faire des formations. Donc jusqu'à aujourd'hui, je continue de faire des formations, des recherches et ainsi de suite, ainsi de suite. Après ça, M. Timera, donc c'est un gars que je connais depuis, je disais qu'on s'est connus ici. Mais c'est un gars, il habite à Yafera, moi j'habite à Gourmi, à 12 km de mon village. Il a été dans mon village, donc c'est mon petit frère, il a été avec mes petits frères. Donc quand il est arrivé à Gourmi, moi j'ai déjà quitté, donc je suis déjà à Dakar. Je crois que si je ne me trompe pas, je suis son premier étudiant. C'est moi qui l'ai formé en première. Lui, il peut témoigner. Gestion de caisse ou bien, si je ne me trompe pas, ou bien formation bureautique, je ne sais pas. Voilà, je me rappelle, il a été présent. Je suis son premier élève. Donc depuis lors, quand je l'ai vu, c'est sans nettement que vraiment c'est quelqu'un qui a de la force, c'est quelqu'un qui mérite d'être accompagné, c'est quelqu'un qui mérite d'être soutenu. Il m'a parlé de son projet. Je me suis dit pourquoi pas, donc je vais tenter avec lui. C'est depuis lors qu'on a commencé. On se respecte, il m'a testé, il a vu au-delà du travail, il a vu du sérieux dans ce que j'ai fait, parce que je suis toujours ponctuel, je respecte mes engagements, je respecte mes décisions, quand je parle, quand je dis, je fais. Donc c'est ce qu'il a plu surtout chez moi, et jusqu'à présent, je continue d'honorer ça. C'est ce qui est très important, donc à partir de ça, on se respecte. Souvent, quand je pars voir un chantier, je fais un devis, il ne me demande même pas si c'est comme ça, oui ou pas, ou essayer de voir si, comme les gens font. Souvent, si je dis même les matériaux et la main-d'œuvre, ça peut tourner autour de souvent, des fois 500 000, des fois 1 million, des fois je ne sais pas. Souvent, il m'invite dans son bureau, je viens, il prend l'argent, il compte, il me donne tout. Il me donne les 1 million, soit l'argent des matériaux et ma main-d'œuvre. Il me dit, prends, et puis il tourne. Maintenant, le reste, c'est à moi de faire. Donc, j'ai travaillé. Moi, j'essaie de faire. Quelqu'un qui a confiance en toi, il prend l'argent en entier, il te donne. Qu'est-ce qui te reste à faire à part? Qu'est-ce qui te reste à faire? C'est normal. Donc, il faut travailler, bien travailler, et essayer de faire de telle sorte que si la personne vient, il saura que vraiment, je n'ai pas jeté mon argent et vraiment, tu étais la personne idéale. Donc depuis lors, on travaille comme ça, jusqu'à que l'agence évolue, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais j'ai toujours été son peintre. Donc quand il y a nécessité, quand il m'appelle, je suis toujours là. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui mérite d'être encouragé. C'est quelqu'un qui mérite d'être félicité. Chez un jeune, hein, comme le dit Issa, il pouvait tenter l'aventure comme tout le monde parce que nous, c'est ce que nous connaissons. Mais il a dit que non, moi je vais rester et montrer à tout le monde qu'on peut réussir ici. Effectivement, en le voyant, on sait que vraiment, je ne dirais même pas qu'il est sur la voie, je dirais qu'il a même réussi. Parce que ce qu'il a réalisé jusqu'à présent, c'est quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire. Donc, on le remercie, on l'encourage. Au-delà de tout ça, on le beaucoup de fans. Donc, c'est ça le plus important. Et je sais que l'agence va évoluer et l'agence va aller de l'avant. Parce qu'il est quelqu'un d'honnête, il est quelqu'un de sérieux. Il aime le sérieux. Il veut toujours travailler avec les meilleurs et il est ponctuel et il est rigoureux. Souvent, certains le qualifient, disent qu'il est compliqué. Moi, je dis non parce que vous ne l'avez pas compris.
quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui veut faire du sérieux. On ne joue pas avec l'argent des gens. C'est pas possible. Il y a certains ouvriers qui ne comprennent pas, il y a certains travailleurs qui ne comprennent pas. Ils pensent qu'il est compliqué, il faut sauf, il faut mettre, il faut faire. Mais moi, je le rejoins toujours et je le soutiens toujours. Les gens disent que peut-être c'est ton ami. Je dis non. Même moi, quand je travaille avec lui, au-delà de l'amitié, quand il y a le boulot qui est là, il n'y a plus l'amitié. Il faut lui demander. Il n'y a plus l'amitié. C'est le ponctuel. C'est quelque chose de sérieux. Peut-être certains ne comprennent pas, mais on ne peut pas jouer avec l'argent des gens. C'est pas possible. C'est pour cela qu'il est rigoureux dans ce côté. Vraiment, dans ce côté, je dirais, c'est quelque chose que j'apprécie bien, c'est lui. Parce que les gens ne comprennent pas. Souvent, quand tu n'es pas comme ça, les gens ils vont penser tout simplement que tu es quelqu'un de faible ou bien, je ne sais pas. Ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi ou n'importe comment, comme on a l'habitude de le voir ici au Sénégal. Vous savez, surtout l'Africain, il n'est pas sérieux. Quand il dit qu'il va venir à 9h, il vient à 10h. Quand il dit qu'il va venir à 10h, il vient à midi. Mais moi et lui, avec lui, il n'y a pas ça. Quand j'ai dit 8h, 8h, point, je suis là. Si je ne suis pas mort, je suis là. À part la mort, il n'y a pas quelque chose qui peut m'empêcher de ne pas être là. Sérieusement, quoi. J'ai toujours cette philosophie, donc depuis tout petit. C'est pour cela que vraiment, donc, on garde de bonnes relations et je lui souhaite vraiment bon courage et bonne continuation et j'espère qu'il va aller de loin, très très loin. GCIMO, c'est une société sérieuse et pleine d'ambition. Le slogan, faire de l'immobilier autrement, ça veut dire quoi? Agir sur plusieurs domaines d'activité pour avoir l'unique objectif de satisfaire la clientèle. Je pense qu'avec les différentes vidéos que nous avons montrées, le bilan que nous avons montré, il a réussi à matérialiser sa vision. Voilà. Et ça, je pense qu'il est encore à saluer. Et travailler avec lui, c'est une aubaine parce qu'il pousse n'importe lequel de ses collaborateurs à évoluer au fil du temps. Voilà. Mais je pense que le mot de la fin de ce petit exposé va lui revenir. On va lui donner le micro. Il va pouvoir parler. Il va pouvoir expliquer. Il va pouvoir aussi peut-être remercier ses différents collaborateurs. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est Aboubakar Timera, responsable administratif de GCIMO. Bon, je voudrais d'abord commencer à vous remercier d'être ici aujourd'hui pour discuter de cet événement important. Voilà. Et merci aussi Issa, le responsable de la communication et du marketing, pour la présentation, et M. Samake pour cette belle présentation, et M. Khoumaré. Et avant même de commencer, je tiens à remercier personnellement notre notaire, Maître Mbaye, qui est à côté de moi, qui est un partenaire aussi de l'agence GCIMO, parce que c'est l'unique notaire de l'agence. Donc, Maître Mbaye, on a eu à travailler ensemble depuis que Maître Yad nous a mis en contact, notre professeur, puisque nous, notre notaire et notre huissier, c'est Maître Yad qui nous a mis en rapport. Et depuis lors, on travaille, depuis la création de l'agence. Si on veut acquérir un terrain et un titre foncier qui concerne le notaire, on va aller voir Maître Mbaye. Et d'ailleurs, ça fait pas un mois, on voudrait changer le statut de notre société. Moi et le responsable comptable ont été partis le voir. Il nous a montré le procédure, il a pris le dossier en main et il a fait sortir le NINIA, résident de commerce, 4 commerçants, 4 import-export, toute la documentation. Donc vraiment, et je salue aussi parce que c'est quelqu'un aussi qui est disponible, qui est humble, qui est très humble même. Quand tu parles le voir, vraiment, tu ne vas même pas sentir qu'il a le grade d'un notaire, quoi. Donc, et nous tenons à remercier aussi le chef de quartier de la cité, voilà, l'imam et notre papa, voilà, et le Golmi Immobilier, Camara, et toutes les personnes qui sont là-bas, et tonton Nourou aussi, j'ai vu aussi ma soeur Cissé Dramé, les ouvriers, les maçons, j'espère qu'il y a tout un tas de personnes ici. Donc je ne vais pas être trop long,
Parce que l'objectif, c'est que ce qu'on fait, que si c'est du bon travail, que tu laisses les gens témoigner, voilà, et montrer aux gens, c'est pas la peine de beaucoup parler. J'essaie que c'est minime par rapport à ce bilan-là, parce que l'objectif, c'est pas ça. Et l'objectif, c'est vraiment c'est de faire réussir ce projet-là totalement. Et je sais que quand le projet réussit, tout le monde va réussir. Tous les responsables vont réussir, tous les ouvriers vont réussir. Parce que quand on réussit, on a des marchés, le notaire a un marché, il travaille. Le responsable comptable va travailler, le maçon va travailler, le plombier va travailler, l'électricien va travailler. Donc moi, l'objectif, c'est que de réussir et de faire réussir les gens. Donc raison pour laquelle aussi, je privilégie aussi l'entrepreneuriat, parce que cette gêne de l'entrepreneuriat est venue très tôt depuis 2018. Je me rappelle, comme ça, il connaît un peu l'histoire. Donc au début, j'ai galéré, j'avais le projet en main. Des fois, je montre à des gens, ils ne me regardent même pas. Mais mon père, un jour, quand je lui ai annoncé le projet, il m'a dit que ça ne marche pas. Donc tous tes frères là, tes camarades, ils sont tous partis en Europe. Donc il faut peut-être se marier à une fille sarafoulée qui a une nationalité pour aller en Europe. Bon, il dit que peut-être qu'ils sont nus au musique. Moi, l'objectif c'est, je suis né ici, j'ai grandi ici, c'est pas un hasard. Voilà, c'est pas un hasard, je peux réussir ici aussi. C'était ça ma philosophie. Et même en 2021 aussi, quand j'ai commencé, mon petit frère aussi, un jour j'ai dit devant Issa et tous mes collègues, il est venu, il m'a donné 4 millions, mon petit frère, il est en France. Là, il me voit, il me dit, comme toi tu es courageux, donc si tu pars en Europe, on peut aider la famille. Ah bon, j'ai dit que ça c'est trop tard pour moi. Moi j'ai commencé un projet, donc les 4 millions, si tu me prêtais, moi je peux m'investir ici. Après, je te rembourse. Donc, pour vous dire qu'après, finalement, il y a mon petit frère qui est là, Omar. C'est un plombier. Finalement, il a pris cet argent-là pour essayer de les aider, mais ça n'a pas marché. Voilà, c'est un plombier, il est là. Donc, pour vous dire que le projet, c'est un projet sérieux. Ce n'est pas un projet, voilà. Raison pour laquelle, quand je vois quelqu'un qui joue avec ce projet-là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc, tous mes personnels, je lui dis que et franchement, ici c'est du sérieux. Si vous venez ici dans l'agence et si vous ne connaissez rien dans l'immobilier, je prenais mon temps de les former. Je me rappelle un jour, il y a mon camarade, c'est mon promotionnel, Lamine Ba. Il est venu, en ce moment on était à Grand-Yves et il nous a trouvé en train de faire cours. Il a patienté jusqu'à ce qu'on termine. Il est venu me voir, me dire, M. Timera, comment est-ce que tu peux payer une formation aussi chère comme ça, tu viens, tu dispenses des cours gratuitement. J'ai dit que mon frère, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et aujourd'hui, les personnes que j'ai formées, ils sont en train de faire du travail très extraordinaire sans moi. Même si je pars au village, je fais un mois ici tout est OK. Ça que le responsable comptable va faire son travail, l'assistant de la direction va faire son travail, la communication va faire son travail, on travaille avec tous les partenaires. Donc l'objectif c'est ça, c'est l'auto-formation. C'est essayer de changer quelque chose, de relever, d'assainir aussi l'immobilier. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a invité notre grand notaire pour nous parler un peu du thème du rôle du notaire. J'espère que vous aurez l'occasion de lui poser des questions par rapport à la transaction, par rapport au rôle du notaire ne se limite pas seulement à la transaction immobilière. Le notaire fait beaucoup de choses, des actes authentiques, voilà, même des conseils. Donc peut-être que beaucoup de gens ne savent pas, mais ça fait l'occasion de le connaître, Maître Mbaye, et de vous expliquer aussi le rôle du notaire. Donc l'histoire de l'agence, et je ne veux pas trop revenir, donc je ne veux pas aussi trop parler de moi. Voilà, donc je sais que ça n'a pas été facile, parce que décider d'entreprendre, c'est pas facile. J'ai été employé, j'étais technicien supérieur en réseau, je travaillais à la Sodimel,
pendant 1 an. Je travaillais en tant que technicien supérieur. Je travaillais à Infocom pendant 2 ans aussi, en tant qu'informaticien. Après ça, j'ai fait la première formation en gestion immobilière. Après, j'ai eu mon diplôme professionnel. Après ça, comme l'objectif, notre vision est très loin. Donc, qui veut évoluer, donc il faut toujours apprendre. Donc, cette année, je me suis inscrit en master pour continuer dans ce domaine-là. Et pour le projet, donc nous évoluons sur toute la chaîne, comme par rapport aux vidéos que vous venez de voir, sur toute la chaîne de l'immobilier, de la transaction, de la construction, de la gestion. Et surtout la gestion, vraiment, c'est quelque chose c'est un domaine vraiment très sensible. Parce que quand une personne investit des millions et des millions, il vous confie son bien, donc vous ne devez pas jouer avec son argent. Donc la gestion aussi, c'est pas seulement à la fin du mois recouvrer du loyer et voilà, prenez vos commissions, non. Quand on dit la gestion immobilière, c'est toute la gestion. Vous gérez la gestion des locataires, la gestion des fichiers, comptables, voilà. D'ailleurs, même on avait structuré l'agence comme ça, à travers les différentes responsabilités, l'administration, tout ce qui est le contrat, voilà, le comptable, tout ce qui est concernant la comptabilité et finances, le responsable commercial qui est là, les produits qu'on a, des terrains, ou bien des maisons à louer, ou bien des villas à vendre, ils s'en occupent de ça. Il y a le responsable de la communication et du marketing qui est là, qui s'en sort tout ce qui est de la communication. Il y a la secrétaire qui est là, donc tout ce qui est les rendez-vous et tout. Il y a l'informaticien aussi qui est là. Donc l'objectif, c'est que chaque branche, qu'on essaye d'avoir un bon responsable qui est responsable, qui est engagé, qui est déterminé. Parce que pour avancer, je pense qu'il faut des bonnes personnes. Raison pour laquelle sur mon chemin, moi, j'ai essayé de trouver des personnes sérieuses et travailleuses. Voilà. Et je sais que c'est ce qui, pour nous, c'est grâce à ces personnes-là qu'on peut arriver au sommet. Voilà, on ne peut pas évoluer et en étant dans l'autre côté, quoi, dans la négativité, avec des mauvaises personnes, comme au Sénégal, on a l'habitude de voir ici, il y a le faux de tout aujourd'hui. Hein? Il y a même des faux policiers, des faux agents, et surtout l'immobilier, où on a vu quelqu'un qui part en chômage, et il est un agent immobilier, là, sans connaître ça, l'immobilier. Et j'ai l'habitude de dire que l'immobilier, c'est une science, il faut le connaître. Moi, j'avais peur le premier jour où j'avais décidé d'aller me former. Quand on a commencé, surtout le cours de la transaction immobilière, quand Maître a commencé à nous expliquer les risques qui est dans le foncier, si on savait que, si on connaissait ces risques-là, donc on n'allait pas se lever un bon jour, dire que moi, je veux vendre des terrains n'importe comment sans le connaître. Donc ça, c'est des choses très importantes. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Et c'est un remerciement. Et merci de votre témoignage. Et je pense qu'on va donner la parole à notre cher notaire, Maître Mbaye. Il va nous faire cet exposé-là, qui est le rôle du notaire. Et prenez note, écoutez bien, prenez note. Ça fait l'occasion de lui poser des bonnes questions et il sera là pour vous répondre, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, cher monsieur Timera, bonjour. Chers collaborateurs de GCIP IMO, chers invités. Je suis là en tant que notaire de monsieur Timera, donc en tant que aussi partenaire, en tant que conseiller et en tant qu'ami. Donc aujourd'hui j'ai laissé pas mal d'engagements familiaux pour répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Donc là,
Je ne sais pas là, c'est pas bon. Voilà. Donc aujourd'hui, je disais que j'ai laissé pas mal d'engagements familiaux pour répondre à votre invitation. Cela prouve que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un que j'estime beaucoup et que vraiment quelqu'un à qui j'éprouve du plaisir à travailler avec vous. Voilà, j'ai pas ça. Non, c'est bon. C'est la distance. Ah, mais ça, c'est bon. Voilà. Allô. Donc je disais que M. Timéra, vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Comme le Wolof Ndiaye dit wax, depuis qu'on s'est présenté, qu'on nous a présenté, vous m'appelez souvent pour me demander mon avis, mes avis et des conseils pour vos projets et investissements. Et là, je dis que ce n'est pas donné à n'importe qui de le faire. Et vous disiez que je suis quelqu'un de humble. Moi, je dis que c'est plutôt vous-même qui êtes quelqu'un de humble. Parce que vous êtes une personne que j'ai vraiment envie de recevoir chez moi. M. Timéra, il ne vient jamais chez moi sans m'appeler pour prendre rendez-vous. Ce que la plupart des Sénégalais n'ont pas l'habitude de faire chez le notaire. Vous allez en France, ou bien dans n'importe quel pays, au monde, même en Côte d'Ivoire ou au Mali, vous venez dans un cabinet d'un notaire, sans prendre rendez-vous, ils ne vont pas vous recevoir. Mais avec lui, il m'appelle à l'avance pour me fixer un rendez-vous. C'est pourquoi à chaque fois qu'il se présentera à mon cabinet, je le reçois sur le champ. Et avec beaucoup de plaisir quand même. Et il entre dans mon bureau avec une certaine humilité, une certaine aisance, de telle sorte que moi j'ai vraiment envie de travailler avec lui et de le recevoir à chaque fois dans mon bureau. Là, je vous dis merci beaucoup. Merci. Donc, pour continuer, je dis que je suis agréablement surpris parce que je pensais que vous êtes tout simplement limité au bâtiment. Mais d'après ce que j'ai vu aujourd'hui ici, j'ai vu que vous êtes, dans pratiquement toutes les branches de l'immobilier. Et là, c'est que je ne le savais pas, hein. Franchement, je ne le savais pas. Donc là, je suis vraiment agréablement surpris. Maintenant, pour revenir à notre sujet plutôt, le rôle du notaire. Vous savez, le Sénégalais, actuellement nous sommes 92 notaires au Sénégal. Contrairement au Maroc, où nous avions récemment un congrès du le congrès du notariat d'Afrique, des notaires d'Afrique, au mois d'octobre. Au Maroc, ils sont plus de 2000 ou 3000 notaires. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce qu'au Maroc, toutes les terres sont immatriculées. Donc on ne peut pas vendre une parcelle de terrain ou un bout de terrain au Maroc sans pourtant passer chez le notaire. Contrairement à nous ici au Sénégal, qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir? Nous avons ce qu'on appelle le domaine national qui représente plus de 90% des terres du Sénégal. Et ces 90% des terres du Sénégal, des terres au Sénégal ne sont pas immatriculées. Alors que nous avons à côté le Code des obligations civiles et commerciales. J'ai oublié l'article qui dit que le notaire ne peut intervenir que pour les terres immatriculées. Ça veut dire que les titres fonciers et les baux. Alors que ces terres ne représentent que moins de 10%. Mais il faut retenir que le rôle du notaire, le travail du notaire ne se limite pas tout simplement au foncier. Ce que pensent la plupart des Sénégalais, ils pensent que le notaire, son rôle c'est uniquement de vendre des terrains ou bien des maisons. On a aussi d'autres champs d'activité qu'on peut intervenir. Parce que déjà, le notaire est nommé par décret présidentiel. Et les charges, les cabinets que vous voyez, les cabinets ne nous appartiennent pas. Même si ça porte notre nom, nous sommes nommés par décret présidentiel et les cabinets aussi sont nommés par décret ou bien par arrêté ministériel. La charge, par exemple, de Wakam, dont je suis notaire associé avec mon association, nous sommes deux dans le cabinet, et on l'appelle souvent STP, Nia et Mbaye. Et l'État nous confie la charge, la gestion, même si le cabinet porte notre nom. Ça ne nous appartient pas. Donc, la plupart des gens pensent que nous sommes en fait une profession libérale, mais nous ne sommes pas une profession libérale. Certains disent que peut-être semi-libérale, parce que nous sommes sous contrôle.
du ministère de la Justice. Et nous sommes souvent inspectés, nos cabinets sont inspectés. C'est une petite présentation du notariat au Sénégal. Et lors de notre congrès des notaires d'Afrique que le Sénégal avait organisé en 2019, on avait dit, parmi nos recommandations, et tous les États membres qui étaient présents à ce congrès-là, les recommandations, on avait demandé à nos États membres de vraiment penser à une immatriculation massive des terres pour élargir le champ d'action du notaire. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué actuellement la plupart des transactions se font de manière, je ne sais pas comment, sous seing privé. Voilà, c'est le mot qu'il fallait sortir. De manière sous seing privé, sous signature privée. Entre deux personnes, venez, moi, j'ai une parcelle de terrain là qui m'appartient. Je vous vends cette parcelle, on fait un acte sous signature privée, les parties signent. Et des fois, on l'enregistre aux impôts. Si vous allez aux impôts et domaines pour enregistrer ces actes sous signature privée, les impôts et domaines vont encaisser votre argent. L'enregistrement donne tout simplement à l'acte sous signature privée une date certaine. Mais ça ne garantit pas que vous êtes titulaire ou propriétaire. Ce qui garantit que vous êtes titulaire ou propriétaire du bien, c'est la mutation. Et la mutation ne peut être faite que lorsque la parcelle que vous avez achetée est immatriculée, soit un titre foncier, mais soit un bail. C'est que la plupart des gens ne comprennent pas. Donc, moi, j'exhorte souvent à la population sénégalaise d'aller vers le notaire. Si vous voulez vraiment acheter une parcelle de terrain, d'aller chez le notaire. Ils pensent que le notaire est cher, mais moi, je préfère à ce moment aller chez le notaire qui va faire toutes les vérifications préalables, parce qu'il y a pas mal de vérifications à faire. Et puis, il y a plusieurs faux titres qui circulent. Nous, il y a des notaires qui sont actuellement poursuivis, parce qu'ils se sont basés sur des faux documents qu'on leur a remis, et ils ont fait des transactions sur ça. Et actuellement, ils sont poursuivis. On les appelle souvent au niveau du tribunal. On nous convoque au niveau de la DIC. Et on est en train même actuellement de nous battre pour que notre statut passe en loi. Pour qu'on puisse au moins avoir le privilège de juridiction. Parce qu'il faut qu'on soit encore plus protégé. Parce que les délinquants fonciers, actuellement, tout ce qui se passe au Sénégal, ils sont tellement audacieux. Si vous ne faites pas attention, vous allez être nargué à tout moment. Donc, mieux vaut requérir les services d'un notaire qui va faire toutes les vérifications préalables. Et des fois, lorsque le notaire est saisi, est requis plutôt, le notaire, sur la base des documents qu'on lui présente, le notaire fait toutes les vérifications préalables et marque toutes ces vérifications. Il peut savoir qu'il laisse passer. Tout est OK, le notaire fait l'acte et au bout de 2 ou 3 ans après l'acte, il le rattrape. Mais ça, ce sont des cas minimes. La plupart des cas, lorsque le notaire reçoit les deux parties, il demande les pièces qu'il faut, les documents qu'il faut. Le notaire fait des vérifications préalables au niveau des domaines, du cadastre, au niveau de l'urbanisme, même s'il le faut. Et ensuite, maintenant, procéder à la rédaction de l'acte. Actuellement, avec tout ce qui se passe dans ces pays-là, avec le nouveau régime, ils ont un peu corsé les choses. De telle sorte que nous, en tant que notaire, pour une transaction qu'on peut faire, qu'on faisait avant, sur 1 mois, 2 mois, mais on le fait maintenant sur 3 ou 4 mois. Et souvent, le client est très impatient. Il dit que bon, moi, j'ai déposé mon argent et depuis lors, on n'a pas. Alors qu'avant de procéder à la rédaction de l'acte, recueillir les signatures, il faut des formalités préalables, c'est-à-dire des vérifications. Pour que l'acte puisse être, le notaire veut s'assurer que les documents qu'il a reçus sont les bons documents. Les documents qu'il a reçus sont des documents fiables avant de pouvoir procéder à la rédaction de l'acte, recueillir les signatures et déposer l'acte au niveau des services des domaines pour procéder à l'enregistrement et à la mutation. Donc, comme je disais tout à l'heure, la plupart de la population sénégalaise pense que le rôle du notaire se limite tout simplement à la transaction immobilière. Mais on intervient dans plusieurs domaines. Pour un petit résumé, nous intervenons par exemple dans le domaine de succession. Quand on parle de succession au Sénégal, succession de manière générale, l'immobilier en fait partie. Une personne qui décède, il a laissé des biens immobiliers, quand même ces biens, il faut qu'on fasse, il y a une procédure à suivre pour que ces biens puissent être à la disposition des héritiers. Sur ce point, j'attire souvent votre attention.
Parce que la plupart des cas, quand la personne est décédée, ces héritiers pensent subitement qu'ils sont déjà propriétaires. Alors que c'est tout à fait le contraire. Avant d'être propriétaire, il faut que les biens soient liquidés et la liquidation se fait auprès du notaire. Si le bien est immatriculé. Et ce qu'on voit ici au Sénégal, mon papa est décédé, il nous a laissé un immeuble. Je vais chercher un gars qui lui dit viens, je te vends cette maison, ça nous appartient. Alors qu'il n'a pas encore liquidé la succession, donc ces biens ne les appartient pas. Souvent, il y a de l'argent qui se fait passer entre eux et au finish, au dernier moment, au moment de faire la mutation, il y aura des obstacles pour la mutation et c'est à ce moment qu'ils vont recourir les services au notaire. Et le notaire sera obligé de reprendre toute la procédure. Toute la procédure. C'est ça ce qui fait que, en fait, la plupart des clients se trompent aussi à ce niveau. Ou bien les héritiers peuvent vendre le bien et attendre après, quelques années après, pour pouvoir régulariser. Au moment de la régularisation, entre-temps, certains héritiers peuvent décéder. Encore c'est un autre cas. C'est pourquoi je vous dis que le notaire intervient dans la section. Lorsque la personne est décédée, saisissez les services d'un notaire pour qu'il puisse faire la liquidation le plus rapidement possible et le meilleur. Nous intervenons aussi dans le domaine familial. Les procurations que vous voyez, c'est nous qui les établissons. Procuration pour vendre, procuration pour toucher et recevoir. Là, dans le secteur où je suis, à Ouakam, il y a plusieurs camps militaires, la gendarmerie et les autres bases. Souvent, les militaires, ils viennent là-bas, ils partent en mission, ils ont leur compte bancaire ici, et là, ils ont un problème pour gérer leur compte à distance. Et souvent, ils viennent chez nous, on les établit une procuration à leur épouse, pour que leur épouse puisse avoir accès au compte à la fin de chaque mois. Là aussi, on le fait. Il y a aussi d'autres formes de procuration. Procuration pour représenter. C'est une procuration pour gérer et administrer. Ça vous concerne, M. Temera, parce que vous êtes dans l'immobilier, vous m'avez tout à l'heure présenté des immeubles que vous louez, qu'on vous confie ces immeubles et vous les mettez en location. Normalement, vous devez avoir un contrat de gérance entre le propriétaire et vous. Et éventuellement aussi, si vous pouvez recueillir les services d'un notaire pour que le propriétaire de l'immeuble vous établisse un contrat, une procuration pour gérer et administrer l'immeuble. Cette procuration vous protège, d'autant plus que s'il y a un client qui n'arrive pas à respecter ses engagements, à payer normalement le loyer, vous avez avec cette procuration la possibilité de le poursuivre jusqu'au niveau du tribunal. Donc c'est une forme de procuration qu'on appelle une procuration pour gérer et administrer. On intervient aussi dans plusieurs domaines. Dans le domaine, par exemple, des sociétés commerciales, vous venez de le dire, lorsque vous voulez changer les statuts de GCIP IMO, vous êtes venu chez nous, on a fait la transformation et vous avez eu tous les documents administratifs relatifs à votre nouvelle société. On intervient aussi dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la donation, mon papa, par exemple, je suis propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Pour éviter que après ma mort, qu'il y ait des problèmes de succession, ou bien qu'il y ait un tiraillement entre des héritiers, souvent, ce sont des conseils qu'on donne aux clients. Faites déjà des donations, ce qu'on appelle la donation partage. J'ai 4 enfants, j'ai 4 immeubles, et dès à présent, je fais une donation pour éviter qu'il y ait des contestations ou bien des tiraillements entre mes enfants. C'est l'anticipation. C'est l'anticipation, voilà. Okay. Mais il y a aussi une possibilité de faire ce qu'on appelle le testament. On le reçoit. Ce qu'on n'a pas, nous, l'habitude de le faire ici au Sénégal, c'est qu'on aille souvent en recours au testament. C'est une forme en fait, c'est une pratique qui est beaucoup plus connue dans les pays européens. Voilà. Mais et puis ce testament aussi, c'est très important de le faire. Quand souvent tu sens que tu as une famille qui n'est pas trop disciplinée, mais il faut se recourir aux donations et au testament à l'avance. Maintenant, que ce soit la donation ou le testament, je ne peux pas, par exemple, au moment d'établir mon testament, de donner tous mes biens à un seul de mes enfants. Il y a ce qu'on appelle la quotité disponible, qu'il faut toujours aussi respecter, que ce soit la donation ou bien le testament.
Donc, grosso modo, voilà les actes authentiques que le notaire peut faire et qui garantit quand même une sécurité dans les relations des parties. Donc maintenant, le rôle du notaire, c'est ça, à peu près. Nous sommes officiers ministériels, nommés par décret présidentiel, et l'État nous confie le pouvoir de l'authentification. Récemment, je reçois plusieurs étrangers, des étudiants qui vont voyager au Canada. Souvent, lorsqu'ils déposent leur visa, on leur donne des formulaires à remplir et c'est nous qui les certifions. J'ai oublié cette étape aussi, c'est une étape très importante. Le notaire fait la certification matérielle. Vous êtes dans le monde des affaires. Les contrats que vous signez avec vos partenaires, mieux vaut les sécuriser. Et pour pouvoir bien les sécuriser, certifiez les signatures des parties. C'est-à-dire légalisation. Avant, avec n'importe quel document, vous allez à la police, ils vous légalisent ça, ou bien à la gendarmerie, ou bien à la mairie. Maintenant, ce n'est plus possible. Pour les contrats, les protocoles d'accord, les conventions, si vous allez maintenant au niveau de la police, de la gendarmerie, ou bien à la mairie, ils vous renvoient chez le notaire, parce que le notaire a le pouvoir de l'authentification. C'est ça que l'État du Sénégal lui a confié ce pouvoir. Voilà, l'État du Sénégal lui a confié ce pouvoir. Donc là, c'est très important aussi de le savoir pour les certifications de matériel de signature. Et là, je termine pour dire que peut-être après vous allez avoir des questions à me poser sur le rôle du notaire et éventuellement aussi sur le foncier, que je serai vraiment ravi de répondre. Pour terminer, je dis à M. Timéra, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui ici et ce que j'ai entendu, j'aimerais bien continuer notre collaboration. Et là, je vous propose déjà présent même une convention d'assistance juridique. Je suis prêt et je m'engage à vous assister sur le plan juridique, de telle sorte que maintenant, si on signe cette convention, vous êtes dans un milieu qui est très aussi sensible. Il y a beaucoup de risques. Et mieux vaut être protégé. D'après l'organigramme que j'ai vu ici, il n'y a pas un service juridique. J'ai vu un étudiant qui a fait droit, mais quand même peut-être lui, il n'a pas assez d'expérience. Ce serait bien de requérir les services d'un juriste qui a assez d'expérience pour pouvoir vous assister. Vous êtes appelé à signer des conventions avec vos partenaires. Faites lire ces conventions à un expert, à un juriste qualifié. Parce que dans la plupart des cas, les conventions, ils peuvent s'y glisser des clauses que vous ne maîtrisez pas. Et en cas de litige ou de conflit, ces clauses peuvent être exploitées par vos partenaires. Là, je vous conseille déjà à présent de le faire et de prendre toutes les dispositions dans ce sens. Je vais vous proposer après une convention d'assistance juridique qu'on pourra explorer et éventuellement essayer de voir les conditions dans lesquelles on pourra améliorer notre collaboration. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà, d'accord. Merci, M. Samuel. Bon, concernant votre première question, ça vient souvent. Ça vient souvent lorsqu'on parle dans les séminaires ou bien dans les réunions de ce genre. Les frais d'acte, ce qu'on appelle les frais d'acte. Les frais d'acte, c'est obligatoire. Lorsque le client vient chez le notaire, par exemple, pour acheter un immeuble, normalement, il y a des frais à payer. Et nous, on a ce qu'on appelle le tarif de notaire, qui est un tarif qui date de 2002 plutôt, qui a été modifié à plusieurs reprises. Vous allez dans Google, vous tapez tarif de notaire, vous allez voir tous les types d'actes et toutes les tarifications. Mais le tarif de notaire ne réglemente que les honoraires du notaire par acte. Lorsque vous venez chez le notaire, il y a deux tableaux pour les honoraires, deux tableaux pour les frais d'acte. La première colonne, c'est pour les débours de l'acte. Les débours de l'acte, c'est ce qu'on appelle les frais de l'acte. Et la deuxième colonne, c'est ce qu'on appelle les émoluments. Les émoluments, c'est tout ce qui va chez le notaire. Les débours, c'est tout ce qui va maintenant aux impôts de domaine. Mais le notaire, il vous calcule tout ça et vous payez tout ça chez le notaire. Et la plupart des gens pensent que tout cet argent va chez le notaire. Alors, par exemple, vous prenez un cas, pour une vente, par exemple, de 10 millions, de 20 millions, par exemple, le notaire n'a que 900 000 francs comme honoraire. Tout le reste, ça va au niveau des impôts. 10%. Approximativement. Oui, approximativement. Non, le notaire n'a que 0,4%. Ok. Dans le temps.
Maintenant, l'ensemble des frais, c'est entre 10 et 11%. Donc, le notaire n'a que 4%, par exemple. Tout le reste, les 6 et les 7%, ça va au niveau des impôts. Qui représentent quoi? Les droits d'enregistrement, les droits de mutation, les droits de timbre, la TVA et d'autres, les autres frais généraux. C'est comme ça. Donc, retenez qu'il y a 2 colonnes. La première colonne, c'est pour les débours de l'acte, qu'on appelle les frais de l'acte, que le notaire collecte et reverse au niveau des impôts. La deuxième colonne, c'est ce qu'on appelle les émoluments. C'est ce que maintenant qui constitue les honoraires et les autres frais généraux que le notaire encaisse. Parce qu'il faut savoir qu'aussi le notaire, je vous ai dit tout à l'heure, lors de mon exposé, que le notaire est un officier ministériel. Nous gérons un office notarial et on a des charges aussi à payer. On paye le loyer, on paye les salaires, on paye le courant, l'électricité et tout ce qui suit. Donc c'est sur ça et puis à la fin de chaque mois, si on on fait nos états financiers comme toute autre société et qu'on dépose au niveau des impôts, si on a fait des bénéfices, on paye l'impôt sur le revenu. On le déclare. On le déclare, voilà, on le déclare. Donc retenez que monsieur, que pour ce cas-là, que tout ce que le notaire, si vous venez chez le notaire, même pour une simple procuration, lorsque la procuration est en privé, le notaire ne perçoit que 10 000 francs. Tout le reste, ce sont les frais d'enregistrement de l'acte, les droits de timbre et la TVA, que le notaire collecte et reverse au niveau des impôts et domaines. Voilà. Je crois que vous êtes satisfait pour ce cas-là. Retenez donc qu'il y a 2 parties, les débours et les émoluments. Pour le patrimoine, qu'est-ce qui constitue un patrimoine? Le patrimoine, c'est tout peut être défini comme étant tout bien qui appartient à une personne. Que ce soit un bien corporel ou incorporel. Vous avez cité tout à l'heure le cas de votre portable, qui est un bien corporel, parce que là, on peut le toucher. Mais tu peux être propriétaire d'un bien incorporel. Par exemple, voilà. Ou bien comme par exemple, moi j'ai eu à liquider des successions, à faire des ventes pour des pharmacies. Lorsque par exemple vous venez chez le pharmacien, un pharmacien qui décède, en fait, on ne peut pas faire la succession parce que son fils ne peut pas prendre la pharmacie. Donc, il y a l'ordre des pharmaciens qui fait la vente et propose la pharmacie à un autre pharmacien. Pour ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait? Pour la rédaction de l'acte, on liste les biens corporels, ça veut dire les biens qu'on peut toucher. C'est constitué de quoi? Les médicaments, le local, les étagères et tout ça. Mais il y a d'autres biens qu'on appelle l'enseigne, la clientèle. Là, c'est incorporel. Mais ça appartient aux pharmaciens décidés. J'ai ma clientèle, c'était ma pharmacie. La clientèle a été fidèle à moi. On évalue cette clientèle-là aussi. On évalue l'enseigne parce que sur l'enseigne, c'était mon nom. Et tout ça sera vendu. Donc le patrimoine de ce pharmacien est constitué des biens corporels ou bien des corporels. Si on va aussi dans d'autres objets, dans un autre secteur comme l'immobilier, il y a les biens mobiliers et les biens immobiliers. Ça, c'est un bien mobilier qu'on peut déplacer. Voilà. Si vous avez une maison, par exemple, vous avez par exemple ce qu'on appelle un bien immobilier. Maintenant, la plupart des cas, souvent, lorsque je reçois des clients chez moi, à mon étude, quand je leur parle qu'un immeuble, ou bien ils lisent l'acte, ils disent que c'est un immeuble. Non, non, ce n'est pas un immeuble. Ils disent que la plupart des clients pensent qu'un immeuble, c'est comme ça, un bâti. Alors qu'un immeuble, c'est le sol. L'immeuble, c'est le sol. Ça, ce sont les impenses, peut-être. L'immeuble, c'est le sol. La plupart pensent que quand on ne pas d'immeuble, non, non, j'achète un terrain nu, ce n'est pas un immeuble. Alors que réellement, c'est un immeuble. Parce que le terrain ne bouge pas. C'est quelqu'un, il faut analyser ensemble. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les meubles par destination. Par exemple, moi, j'ai un verger agricole, j'ai un tracteur que j'utilise dans mon verger, dans mon champ. Le tracteur est considéré comme un bien, pas mobilier, mais comme un bien immobilier, parce qu'il est attaché au sol. Maintenant, ce sont ces petits détails-là qu'il faut prendre en compte. Mais retenez que dans un domaine, on parle de biens corporels, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, et biens incorporels, qu'on appelle l'exemple que je vais citer pour la pharmacie, la clientèle, l'enseigne. Et dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines aussi, comme l'immobilier, la différence entre l'immobilier et l'immobilier.
Si vous n'avez pas aussi d'autres suggestions ou bien d'autres contributions. Il vient de souligner, c'est une question très pertinente, quoi, qui est très courante. Mes collègues sont là. C'est très fréquent. Très fréquent. Moi, tous les jours, les mêmes interpellations comme ça, les gens nous disent, oui, est-ce que ce que vous vendez est fiable? Parce que moi, j'ai accepté 2 ou 3, ou bien mon parent, ou bien ma soeur. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Rarement que tu vois, et sur 1000 transactions immobilières, tu vas voir que 80% ou 75% des transactions immobilières, ça va dans l'eau. Parce que Maître vient de souligner. C'est-à-dire que le problème, c'est pas à notre niveau, ni au niveau du notaire. C'est le problème est global. Parce que il y a 4 catégories de terres. Il y a ce qu'on appelle les terres du domaine national. Qu'est-ce que la loi a dit par rapport aux terres du domaine national? Les terres du domaine national appartiennent à la nation sénégalaise. Mais c'est la communauté qui gère. C'est la commune. Le maire représente la communauté. C'est l'autorité communale. Mais ou bien le président des conseils. Donc, il y a aussi les terres du domaine public. Quand on parle du domaine public, il y a deux domaines publics. Il y a le domaine public maritime, il y a le domaine public fluvial. Donc, par rapport aux littorales. Tout récemment, on a vu le problème avec Sonko, Carité Bini, les gens qui sont s'installés au niveau du littoral. Donc, le domaine public appartient au peuple. Par exemple, les plages. On ne peut pas, là où la chose qui appartient à tout le monde, et toi tu fais de ça en privé. Donc ça c'est des choses qui arrivent. Ça c'est le domaine public. Voilà. Il y a aussi le domaine de l'État. Parce que il y a 2 types de terres. Il y a des terres non immatriculées. Il y a aussi des terres immatriculées. Quand on parle de terres immatriculées, on parle des titres de l'État. C'est-à-dire le beau. Quand on dit que c'est un titre de l'État, c'est le beau. C'est-à-dire que les particuliers, on lui donne des bails. Quand tu entends bail, c'est le titre foncier, il y a un titre foncier global. Ce titre foncier-là appartient à l'État. Et il y a aussi des titres des particuliers, ce qu'on appelle les titres fonciers. Communément, ça représente, les titres immatriculés au Sénégal ne représentent même pas 5%. 95% des terres ici au Sénégal appartiennent au domaine national. Parce que si un terrain n'est pas immatriculé au nom de l'État, ni au nom des particuliers, et qui ne fait pas partie du domaine public, ça fait partie du domaine national. Okay. Jusqu'à chez nous, c'est le domaine national. Maintenant, par rapport à ça, quelle est la solution? C'est-à-dire qu'avant de vendre, il faut savoir, et déjà la chose, qu'est-ce que tu vends? Est-ce que la chose que tu vends, déjà la vente, c'est un contrat solennel. On ne peut pas, quand on est dans le domaine national, la loi a été très claire. Ce ne sont pas des terres vendables. Et donc les terres du domaine national appartiennent à la nation sénégalaise. Est-ce que la chose qui appartient à moi, toi, l'État, est-ce que tu peux être propriétaire unique de cette chose-là? Non. Donc on ne peut pas être propriétaire. Raison pour laquelle on parle là-bas des actes de cession. Ce qu'on donne, c'est des peines et des soins. Tu fais partie de la commune de Dias. Voilà, après le maire fait un lotissement, il attribue des terrains. Soit on te donne les terrains par attribution ou bien par cession. Par attribution, le maire fait un lotissement, il attribue aux communautés. Voilà, par exemple, les agents de la mairie ou de la communauté. Ou bien, à travers ces terrains-là, on t'attribue un terrain, toi, tu veux céder ces terrains-là, tu veux le revendre. Tu veux le revendre, ce qu'on appelle la cession. Maintenant, ce que tu vends, dis-toi que tu ne vends pas, tu cèdes des peines et de soins. C'est quand on parle de la vente, donc réellement, c'est des terres immatriculées. Par exemple, les baux et les titres fonciers. Et la loi a été créée sur ça. Il a que ces ventes-là doivent être obligatoirement faites devant le notaire. Il a interdit, maître vient de dire, la loi a interdit au notaire d'intervenir dans les domaines nationaux. C'est pourquoi, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de problèmes.
Parce que les contrats se passent, c'est des sous-seins privés, ça se passe entre vous. Et mon cher, la solution c'est quoi? Pour ne pas être trop long, ça veut dire que chaque domaine, avant d'accéder, il y a des vérifications préalables. Ça, il faut obligatoirement prendre ton temps de vérifier. La plupart des arnaques, ça se trouve au niveau du domaine national. Maintenant, quelqu'un qui veut vendre un terrain à Dias, le document final d'un terrain du domaine national, c'est la délibération doublement signée par l'autorité communale, qui est le maire, et l'autorité, le représentant de l'État, ça peut être dans la zone sous-préfet ou préfet ou gouverneur. Donc pourquoi ça? Pour que quand le maire a le pouvoir de délibérer, mais l'État a aussi le pouvoir de contrôle. Parce que quand même, il y a ce qu'on appelle les plans de planification urbaine. Est-ce que là où cette personne-là, là où il veut te vendre ces terrains, est-ce que ça ne se trouve pas dans une zone inondable? Est-ce que ça ne se trouve pas dans une zone où on a prévu une route, le terre, le BRT, tout ça là? Maintenant, vérifie ça. Il y a aussi, vous pouvez vérifier au niveau de l'urbanisme, ce qu'on appelle le certificat d'information. Tu parles à la mairie, il y a des agents de service de l'urbanisme qui sont là-bas. Il faut te donner le certificat d'information. Le certificat d'information vous renseigne l'état du sol. Est-ce que la zone aussi, est-ce que c'est une zone inondable, est-ce que c'est une zone... Et aussi, parce qu'il y a beaucoup de... Même hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lotissement et avec une délibération destinée à l'agriculture. Et au lieu de changer la destination du terrain, parce que le terrain a été destiné à usage agriculture, c'était son tol. Un jour, petit élève qui trouve un géomètre privé, nous morcelé sans même l'autorisation de lotir. Parce que l'autorisation de lotir, c'est un document, pour l'avoir, tu vas galérer. Il faut passer par tous les services étatiques, les mairies, même les directeurs de l'eau, de CNO, pour que le ministre de l'urbanisme signe ce lotissement-là, l'utilisation de l'outil. Il faut que tous les services de l'État, domaine, cadastre, urbanisme, il faut qu'ils signent, qu'ils approuvent, leur directeur approuve. Il faut que tous les directeurs de CNO, Azirout, Sénélec, il faut que tous ces agents-là disent qu'ici, on peut amener de l'eau, on peut amener du courant, on peut amener des électricités, sans obstacle. S'il y a une opposition, le ministre ne va pas signer. C'est la raison pour laquelle le chemin est long, ça coûte beaucoup, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que Sénégal, pour avoir ce nom, ils vont aller voir un domaine privé, il fait de lotissement clandestin, il vient, tu achètes tes terrains placés en face de l'aéroport, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vends. Ces terrains-là, tu les achètes jusqu'à 2034. Tu ne vas pas avoir des documents, c'est pas possible. Parce que le lotissement n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Et puis le terrain, la destination du terrain, quand c'est un terrain agricole, si tu décides de le vendre, il fallait aller changer la destination du terrain, tu mets à usage d'habitation. Après là, tu peux faire un lotissement. Le lotissement, même si ce n'est pas aujourd'hui, le mairie font le lotissement. Par exemple, les actes administratifs que vous voyez, c'est le lotissement administratif de la mairie. Maintenant, là-bas, on parle de registre. Si par exemple, c'est un acte administratif, on veut te vendre ce terrain-là. Il n'a qu'à te donner l'acte, tu vas à la mairie au niveau du registre. Si la personne, l'ami qui veut te vendre qui veut te vendre ce terrain-là, il te donne l'acte original, voilà une copie, tu vas au niveau de la mairie, tu vérifies là-bas. Si tu trouves le nom de la mine, tant mieux. Si tu trouves le nom de Sow, prends tes bagages et rentre. Parce que la Sow ne peut pas vendre les terrains, il ne peut pas vendre les terrains de la mine à sa place. C'est la vente, c'est entre l'acheteur et le vendeur. Donc, si tu trouves le nom de la mine, tant mieux. Tu peux, à côté du site, tu peux te renseigner si le site n'a pas de bêtises. Beaucoup de les chefs de village, tu te renseignes. Après, si tu trouves le nom de la mine là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites des actes de cession, bon, le maître vient de dire. Parce qu'on ne peut pas, la loi interdit aux notaires d'intervenir là-bas. Vous ne faites que, il faut trouver un juriste. Voilà, on s'assemble, faites des actes de cession avec des témoins.
Après, il ne faut pas se limiter. Il y a des gens qui signent le contrat seulement, ils disent que c'est fini. Donc, il faut ça. Voilà. Donc, je vais donner ça à Maître de répondre à vos questions. Peut-être que, voilà, ou bien je termine vite fait. Donc, après l'enregistrement, vous allez prendre l'acte, vous allez déposer ça au niveau, avec l'acte original et l'acte de session, vous allez déposer ça au niveau de la mairie. Après ce qu'on fait, on fait la mutation. C'est-à-dire qu'au niveau du registre, on enlève votre nom, et le nom de la mine, on met le nom de SO. Ce qui fait que même demain, si tu pars là-bas pour des vérifications, tu ne vas plus trouver le nom de la mine, mais tu vas trouver le nom de SO. Donc chaque domaine a ses procédures. Et il faut maîtriser chaque procédure quand tu es dans ce domaine-là. C'est important. Donc là, je vais rebondir sur tout ce que vous avez, sur ce que vous venez de dire. Je crois que vous avez bien maîtrisé le sujet et que vous avez aussi bien répondu. Maintenant, monsieur, vous avez posé une question très importante. Avant de vous dire la solution à adopter pour ces terres du domaine, qui relèvent du domaine national, je vais vous expliquer pourquoi ces terres ne sont pas fiables. Je vous ai dit que tout à l'heure, au début de mon exposé, que ces terres ne sont pas immatriculées. L'immatriculation, c'est quoi? Vous avez cité le cas de Diamniadio, par exemple. Diamniadio fait partie du centre des impôts et de la conservation foncière de Rufisque. Maintenant, si vous allez au niveau de la conservation foncière de Rufisque, au niveau des domaines, il y a un grand livre qu'on appelle le livre foncier. Toutes les terres immatriculées sont répertoriées sur ce grand livre-là. Moi, je suis titulaire d'un titre foncier à Rufisque. Vous venez, je vous vends. Avant de vendre, vous avez la possibilité, si je vous donne le numéro du titre foncier, d'aller au niveau de la conservation foncière de Rufisque pour demander ce qu'on appelle un état de droit réel sur les titres. Et dans les 48 heures, vous allez avoir la réponse du chef du bureau ou bien du conservateur qui vous dit qu'effectivement le titre foncier numéro tel appartient à M. X. Là, au moins, c'est un début de preuve que le titre sur l'état de droit réel précisera qu'il n'y a aucune charge. Qu'à ce jour, le titre est au nom de M. Tel. Donc, vous avez déjà identifié les vrais propriétaires du terrain. Maintenant, vous allez maintenant chez le notaire pour maintenant essayer de formaliser. Et même si vous revenez chez le notaire, ce qu'il va faire, il va reprendre toute la procédure de vérification. Au moins, avec les terres immatriculées, on a un système de contrôle plus ou moins fiable. Maintenant, avec les terres du domaine national, qu'est-ce que ça passe? Il n'y a aucun registre. C'est actuellement, même qu'on a exigé au maire de tenir un registre pour enregistrer. Même ce registre-là n'est même pas fiable parce qu'il n'est pas mis à jour. C'est ce problème-là qui se pose. Donc, c'est pourquoi vous avez dit tout à l'heure que vous achetez un terrain et au bout de quelques années, vous revenez pour construire. Quelqu'un se pointe pour dire que vous construisez sur mon terrain parce que le terrain a été vendu à 2 ou 3 personnes en même temps. Maintenant, l'État, raison pour laquelle nous, en 2011, on avait fait une recommandation à l'État du Sénégal. Comme il ne peut pas immatriculer toutes les terres du domaine national, on avait fait une recommandation en proposant à l'État de procéder au titrement. Et le cadastre est en train de faire un joli travail dans ce sens-là. Il y a un service qui a été déjà détaché pour ça, pour essayer le titrement se voit, de recenser dans chaque commune. On a ciblé 2 communes, Dakar, Thiès, je crois Saint-Louis, Ziguinchor en fait partie, et Diourbel, je ne sais pas. Au moins dans chaque commune, de recenser les différents lotissements qui se trouvent dans chaque commune et d'identifier en fait un numéro à chaque parcelle. Que telle parcelle, on sait que sera identifiable. Maintenant, si ce travail maintenant aboutit, il y aura moins de risques. Maintenant, la solution que je propose, moi j'ai été dans les régions, j'ai fait 11 ans à Ziguinchor avant de venir ici en 2021. Nous, on prenait le risque de faire ces actes-là. Parce que je vous ai dit que plus de 90% des terres ne sont pas immatriculées, ça relève du domaine national. Et la plupart, moins de 10% qui sont immatriculés se situent à Dakar, Thiès, Mbour. Mbour a eu la chance parce que tout Mbour maintenant est immatriculé. Maintenant, moi qui étais dans les régions, j'avais du mal à travailler.
C'est pourquoi il y a un grand déséquilibre entre les notaires de Dakar et les notaires des régions. Et ça se voit même au niveau de la chambre des notaires, parce que lorsqu'on fixe les cotisations annuelles, parce qu'on fixe pour faire fonctionner la chambre des notaires, les notaires de Dakar cotisent 2 fois plus que les notaires des régions, parce que les notaires de Dakar gagnent plus que les notaires des régions. Parce que nous, moi je peux rester une année avec 2 ventes titres fonciers, ou bien 4 ou 5 ventes, comme 2 titres fonciers et 3 sessions de droit au bail par exemple. Tout le reste, ce sont des sessions de peine de soins. Je prenais ce risque-là de le faire. Et des fois, je courais un grand risque parce que je peux être convoqué à tout moment. Je prenais le risque de faire ce qu'on appelle, comme M. Timera a dit, des sessions de peine de soins. Il l'a dit, pour les sessions de peine de soins, ce n'est pas le bien qui est vendu. Pour les sessions de peine de soins, ce n'est pas l'immeuble qui est vendu, la tête qui est vendue, ce sont les impenses. Et on nous a posé un problème. Mais pour un terrain nu, où se trouvent les impenses? Les impenses, c'est ce problème juridique que nous étions confrontés, que nous sommes même confrontés, les notaires des régions. Vous trouvez, bon, on s'est dit que même si tu cultives sur le champ, sur le terrain, là, ça peut être une impense. L'arbre que tu as planté sur le terrain, ça peut être une impense. Le puits que tu as creusé sur le terrain, ça peut être une impense. C'est comme ça, nous, qu'on arrivait à se justifier pour pouvoir faire maintenant ces genres d'actes. Maintenant, on fait ces genres d'actes. Quelques années après, le même cas arrive. On ouvre ce point pour dire que vous avez vendu mon terrain. Souvent, pour ces genres de cas, pourquoi nous, on refuse aussi d'intervenir pour ces genres de cas? Parce que lorsqu'il y a un problème, c'est le notaire qui est pointé. C'est le notaire qui est convoqué à chaque moment. Maintenant, la solution que je vous donne pour régler ce cas-là, en attendant que l'État essaie de trouver une solution, moi, ce que je donne, souvent, je reçois des clients qui me posent le même cas à mon étude. Et souvent, je leur dis quoi? Ce qu'il y a lieu à faire, comme vous êtes obligé d'acheter, sinon vous n'allez pas avoir aussi de terrain, de maisons. M. Timera l'a dit, faites les vérifications préalables par vous-même. Allez au niveau de la mairie, s'il y a un registre, essayez de vérifier. Est-ce que celui qui vend et son nom se figure sur le registre? Et dès que vous achetez, essayez au moins d'avoir en fait un acte de vente sous signature privée, comme il l'a dit, et que l'acte soit visé au moins par le chef de quartier ou bien le délégué de quartier, et que l'acte aussi soit enregistré au niveau de la mairie, si ce n'est pas encore fait. Il se pourrait que le terrain que vous êtes en train d'acheter ne se figure pas sur le registre. Et dès que vous avez acheté, allez à la mairie et faites-vous enregistrer la parcelle à votre nom. Au moins, il y aura sur le registre des localisations que la parcelle se situe dans telle zone, entre telle et telle et telle et telle. Au moins, la parcelle sera identifiable. Et après avoir fait cette formalité, je vous conseille, tout juste après avoir acheté, d'occuper le terrain. Si vous ne le faites pas, vous courez un grand danger. C'est la solution que je donne souvent à mes clients. Si vous avez encore d'autres questions. Merci. Vraiment, maître, par rapport à la qualité de son exposé, vraiment, donc, on a beaucoup appris. Donc, nous qui ne sommes pas vraiment des chercheurs par rapport à ce domaine. Maintenant, j'avais juste une interpellation et également une expérience que je voudrais partager. Donc, par rapport à l'interrogation, par rapport à mon interrogation, c'est par rapport à l'ouverture du crédit. Parce qu'en fait, en tant que client de banque, par exemple, j'ai une maison, je veux hypothéquer la maison et j'ai déjà discuté avec un propriétaire et on est tombé d'accord sur le prix. Et là, j'ai fait une promesse ferme. Parce qu'une promesse ferme, c'est-à-dire à l'échéance, je vais commencer à payer des pénalités. Et là, même la promesse ferme, je l'ai fait auprès d'un notaire. Maintenant, après la banque m'a dit, maintenant il faudra qu'on fasse l'ouverture du crédit. Maintenant, l'ouverture du crédit, la banque me dit, c'est auprès du notaire qu'on va le faire. Maintenant, le notaire m'a demandé l'état des droits réels et pas mal de documents. J'ai tout fourni, mais là, mon problème, je vois que ça tarde vraiment pour l'ouverture de ce crédit-là. Alors que l'échéance de la promesse ferme est en train d'arriver. Et là, par exemple, une fois ça arrive, je vais commencer à payer des pénalités. Maintenant, maître, je voudrais demander, par rapport à l'ouverture de crédit au niveau des notaires, ça prend combien de temps?
Et là également, concernant l'ouverture, qu'est-ce qu'on demande souvent aux clients, donc comme papier à fournir. Merci M. Diallo. Vous avez posé une question aussi vraiment intéressante que la plupart de nos clients nous posent souvent pour les prêts hypothécaires, les prêts immobiliers. Vous savez, en fait, pour votre cas, vous n'êtes pas encore propriétaire du bien, d'après ce que j'ai compris. Vous voulez acheter le bien en passant par la banque. Donc pour ce genre de cas, souvent la promesse de vente, la banque exige la promesse. Vous avez fait une promesse de vente, mais dans la promesse, ce que j'ai envie de vous poser, j'ai envie d'être mieux éclairé, est-ce qu'il n'y avait pas une condition suspensive de l'obtention du prêt? Souvent, le notaire il prend la précaution, parce que si vous n'obtenez pas le prêt, vous n'allez pas acheter. Donc là, si le notaire qui a fait une promesse, qui vous a fait cette promesse ferme-là, il aurait dû prendre la précaution de mettre la condition suspensive de l'obtention du prêt. Comme ça, à l'échéance de la promesse, vous n'allez pas payer les pénalités. Si c'était moi, c'est ce que j'allais mettre une condition suspensive. D'habitude, je ne sais pas quel notaire il s'agit, je ne sais pas la féliciter son nom, mais moi, je prends souvent la précaution pour les prêts bancaires, hypothécaires. J'établis la procuration et je fais même une attestation, se propose d'acquérir, que je remets au client. Le client maintenant remet à sa banque. Et la promesse est souvent sous condition suspensive de l'obtention du prêt. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'obtenez pas le prêt, l'acquisition ne sera pas faite. Maintenant, je ne sais pas comment il s'est arrangé pour arriver à cette situation-là, mais retenez que pour un prêt immobilier, lorsque le client dépose le prêt, la promesse à la banque fait toutes les vérifications à son niveau, relatives à l'apport d'abord du client, relatives à la faisabilité de l'opération et les conditions de remboursement, tout ça. Lorsque la banque valide, le service du crédit valide, il vous demande qui est votre notaire. Là, vous choisissez la chose de choix. Avant, il y a certaines banques qui ne travaillaient qu'avec certains notaires. Maintenant, nous, on s'est battu pour dire que le choix du notaire doit être libre. Et on s'est battu, c'est même prévu dans nos statuts. Maintenant, c'est les clients qui détiennent. Moi, je veux vraiment que mon dossier soit confié à Maître Mbaye, par exemple. Et la banque me saisit par une lettre de saisine. Sur la lettre de saisine, il y a des conditions. Nous vous informons que nous avons accordé un prêt à M. Diallo pour l'acquisition d'une maison située à tel, titre foncier numéro tel, moyennant le prix de tel tant millions. Nous lui avons accordé un prêt de tant millions. Et la banque, en bas, il nous précise de bien vouloir prendre une hypothèque ferme sur le bien à acquérir. Et le notaire, lorsqu'il est saisi, il sera obligé de faire deux actes. Un acte d'ouverture de crédit et un acte de vente en même temps. Les deux actes seront faits simultanément, obligatoirement. Parce que c'est l'acquisition qui va justifier le prêt et c'est le prêt qui va permettre à la banque d'avoir, l'acquisition qui va même permettre à la banque d'avoir une hypothèque ferme sur une garantie, que son hypothèque soit inscrite sur le site, sur le titre foncier. Maintenant, dès qu'on reçoit la lettre de saisine par la banque, on convoque le client, les deux parties, pour la production des documents. La production des documents, c'est quoi? La banque nous a envoyé sa lettre de saisine et les conditions. Le reste, maintenant, il revient au vendeur de nous produire les documents de la maison. Et dès qu'il s'agit d'un titre foncier ou bien un bail, il nous dépose tous les documents qu'il faut. Et nous, on passe maintenant aux formalités préalables, de vérification préalable. On dépose un état de droit réel d'abord, s'il s'agit d'un titre foncier, pour renouveler l'état de droit réel que le client nous a présenté. Et le conservateur nous répond dans les 72 heures pour nous dire qu'effectivement, le titre foncier appartient au vendeur. On ne se limite pas à ça. Après, maintenant, on saisit le service du cadastre pour avoir le NICAD, le numéro d'identification nationale, cadastral. Voilà, le NICAD, ça c'est obligatoire. Sans ça, on ne pourra pas. On dépose maintenant au niveau des services du cadastre. Et là, souvent, ils exigent un plan. S'il se trouve que les biens étaient déjà cadastrés, comme M. Kimara l'a dit tout à l'heure, c'est pour tout l'intérêt, de ce que vous avez acquis un bien, de saisir les services du cadastre
pour que le bien soit cadastré et qu'un excès de plan vous sera délivré. Mais s'il s'agit d'un titre foncier, c'est déjà fait. S'il s'agit d'un bail aussi, il se pourrait que le cadastre vous demande un renouvellement, mais souvent, la plupart du cas aussi pour le bail, c'est déjà fait. Maintenant, lorsqu'on saisit le cadastre pour le NICAD, le cadastre nous répond en donnant un numéro d'identification. Le numéro de la parcelle maintenant est à nouveau cadastré et identifiable. Maintenant, nous, dès qu'on reçoit, il y a une déclaration aussi préalable à faire au niveau de la Direction générale des impôts et domaines à Dakar Plateau, ce qu'on appelle l'autorisation préalable. La loi nous dit que lorsque la vente, avant c'était une autorisation préalable, mais maintenant c'est une déclaration préalable. L'autorisation préalable, c'était quoi? C'était pour limiter que toutes les de Dakar, Médina, soient achetés par les Libanais à l'époque. C'est vers les années 76. Donc on a sorti une loi pour dire que avant que le notaire procède à la transaction immobilière, il faut demander une autorisation à l'État pour que l'État puisse vérifier, parce que l'État a ce qu'on appelle le droit de préemption. Le droit de préemption, c'est quoi? Vous vendez votre terrain, je vois que le prix que vous le vendez n'est pas intéressant. Hein? Le prix est très intéressant. L'État peut se proposer que j'achète directement le terrain. Et là, vous ne pouvez rien du tout. C'est pour limiter à ce que tous les types là de Sandaga, Médina, nous soient achetés à l'époque par les Libanais et les Syriens à l'époque. Maintenant, nous, on s'est battu jusqu'en 2014-2015 pour changer cette autorisation par une déclaration préalable. On fait une déclaration qu'on dépose au niveau de la Direction générale des impôts pour le fait de savoir que nous sommes en train de procéder à une transaction sur tel site, sur tel bien. Le prix, c'est la transaction, c'est entre telle personne et telle personne. Nous avons déjà le numéro de NICA, nous avons déjà l'état de droit réel, et le prix est de temps. On dépose. Si l'État ne réagit pas, nous, on peut enchaîner avec la vente directement. Maintenant, lorsqu'on fait cette déclaration, s'il s'agit maintenant d'un bail, ce fait que les bails là, bail boobu soo paree foofu avant ngay def vente da ngay déposer autorisation de céder parce que titre foncier bail procédure xaw na différencier foofu quoi. Et autorisation de céder boobu soo ko déposer, qu'est-ce qui se passe? Tu déposes au niveau de la direction des domaines avec l'état de droit réel, la déclaration préalable, le NICAD, et le chef du bureau des domaines vérifie si vous avez payé votre redevance annuelle, si vous êtes à jour. Souvent, la plupart des cas, des bénéficiaires de droit réel, ils ne payent pas les redevances. Ils attendent au moment de vendre pour pouvoir maintenant régulariser. Et là, ça peut devenir cher. Moi, j'ai récemment un cas qui a payé plus de 560 000 parce qu'il n'a pas payé là. C'était un permis d'occuper. Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis vers les années 66 jusqu'à présent, il n'a jamais payé de redevance. Heureusement que l'État est un peu clément pour ces genres de cas. Souvent, l'État calcule les 10 dernières années, plus une pénalité de 25%. Et là, vous payez d'abord au niveau des impôts, on vous donne une quittance au niveau des domaines, qu'on va annexer dans l'autorisation de céder, et on attend que maintenant l'État, en fait, le chef du bureau du domaine, donne l'autorisation maintenant de vendre, de céder. Vous savez, donc il y a toute une procédure à suivre. Et pour chaque service, ça peut nous prendre 10 jours. Moi, je vous ai dit que j'ai une vente, c'est une autorisation d'occuper ici à Niari Tali, mais ça m'a fait 3 mois que je n'ai pas eu l'autorisation. C'est hier qu'on m'a confirmé maintenant que je pourrais l'avoir le mercredi. Parce que tout simplement, on a un peu corsé les choses avec ce qui s'est passé récemment, les interpellations. Il y a une direction, une circulaire du ministre, du directeur des domaines, par l'intermédiaire du père, qui disent que maintenant pour les autorisations d'occuper, avant de les délivrer, il faut encore ressaisir le cadastre pour un état des lieux. C'est bon parce que ça permet d'éviter les conflits aussi. Comme Michel l'a tout souligné, ça permet par l'agent du cadastre d'être sur les lieux pour vérifier si le bien est réellement là-bas. Et si le bien est construit ou bien nu, comme c'est déjà déclaré. Mais ça va encore allonger la procédure. Maintenant, dès que le notaire fait toutes ces vérifications là-bas, et qu'il y a toutes les autorisations, on pourra passer directement à la vente. C'est-à-dire une vente entre vous et votre vendeur. Et en même temps, il établit l'acte d'ouverture de crédit. Les deux actes seront enregistrés simultanément, ce qui permettra au conservateur d'enregistrer l'acte de vente et d'ouverture de crédit et d'inscrire la garantie sur les biens au profit de votre banque.
C'est ça qui fait que, et puis lors de nos derniers séminaires récemment, on a crié partout. On a même, la présidente de la Chambre de notaires a même reçu, a été même reçu par le président de la République. Et on a soulevé tous ces problèmes-là. Mais comme c'est une situation qui est là, ils disent qu'il y a en fait, ils veulent tout maintenant mettre, vraiment sécuriser tout pour régler pas mal de problèmes. Je trouve que c'est bon, c'est pas mal, mais il faut aussi que les clients puissent vraiment comprendre aussi que le retard ne vient pas vraiment du notaire. Ça vient de nos partenaires, les services administratifs à qui on collabore. Je ne sais pas si vous avez bien répondu. Voilà, donc c'est ça. Bon, je pense que Maître il est tellement occupé, on est en train de l'appeler, donc voilà, il s'est sacrifié pour venir nous animer ce truc-là, qui est très important. Donc je sais que même notre papa vient de le dire, vous devez même le commencer depuis ce matin, parce que c'est un débat qui est très large. Donc la raison pour laquelle on a pris une portion de voilà, le rôle du notaire. Donc voilà. Mais quand même, nous remercions Maître vraiment de cette belle présentation. Et gratuitement, il a fait gratuitement. Il a consacré tout son temps, son énergie, son savoir, son savoir-faire, son expérience. Voilà. Donc on a d'autres trucs à faire vite fait. Donc après peut-être que prochainement, on va essayer de voir avec, parce que même Maître Diade, c'est un promotionnaire de Maître. Il devait être là, c'est lui qui nous a formés. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est trop occupé. Quand même, il avait promis d'être là. Voilà, mais finalement, je sais qu'il était pris. Et on a un autre côté aussi, M. Diallo, qui est le propriétaire de ce duplex-là. C'est lui qui nous a amenés ici. Et on vit que, voilà, après nos essences, on a vu que vraiment c'est une personne intéressante. Voilà, il est dans des choses qu'on peut collaborer. C'est la raison pour laquelle voilà, je dis à Badiara de l'inviter. Et lui aussi, voilà, il a laissé tout. Je pense qu'il était, je ne sais pas, Bambilor. Voilà, il a laissé tout pour être là. Donc on le remercie bien, voilà, d'être là. Et si, par exemple, si vous avez des interventions, M. Diallo, par rapport à l'agence, par rapport à nos activités, voilà, brièvement, on peut passer au moins les personnels d'ici pour les honorer un peu. Voilà, on va donner des attestations les personnels de l'agence des Vivants pour les encourager, voilà, pour les féliciter et de continuer à travailler, à servir, à être sérieux. Et il faut concentrer, parce que ce domaine-là, vraiment, il y a tellement d'IFO. Voilà, la raison pour laquelle j'ai dit il faut tout le temps vous côtoyer à des personnes, à des bonnes personnes, à des personnes comme Maître Mbaye. Moi, je peux le témoigner, parce qu'un jour, je lui ai donné un dossier. La transaction a été faite, ça fait longtemps. Et on n'a pas fait l'habitation, c'est un bail. Le vendeur n'est plus là. Là, c'était pour régulariser. Quand je lui ai montré ce dossier-là, il m'a dit, je ne peux pas faire un acte de vente sans la présence de cette personne. Et pourtant, on était parti dans un autre cabinet, le notaire avait pris, mais seulement ça a été trop cher. Pour vous dire que Maître Mbaye, il ne veut pas sacrifier sa vie pour l'argent. Voilà, il est dans la logique de quand tu viens, il fait voilà, le travail voilà, en toute transparence. Voilà, des fois aussi, il faut que les clients comprennent que des fois, ce n'est pas à son niveau. Donc les choses, on les traite à nos niveaux. Voilà, donc si on fait confiance à une personne, laissez-lui le temps. Parce que lui aussi, il doit aller aux impôts domaines, cadastre, des fois c'est lent là. Mademoiselle Penda Baye, qui est notre cuisinière ici, et celui qui s'en sort aussi de tout ce qui est l'hygiène. Vous voyez que les locaux sont propres. Voilà, il assure, ça fait 2022 qu'on est ensemble. Voilà, nous on a quitté là-bas, nous aussi, tous ensemble. C'est pour l'honorer, de continuer. On va donner.
Donc, Madame Brenda Faye, donc toutes nos félicitations. Et donc vraiment, on vous souhaite une très bonne continuation et une très belle carrière. Donc au niveau de cette agence. Donc je vous remercie. Merci Mademoiselle Aïssatou Diallo. Félicitations Madame Aïssatou pour cette attestation de reconnaissance. Donc et belle continuation également de cette agence. Merci. Attendez. La suivante, c'est Madame Penda Ndiaye, Mademoiselle Penda Ndiaye. Est-ce que vous avez répété? Est-ce que vous avez répété? Est-ce que vous avez respecté la parité? Je vois qu'il y a beaucoup de dames. Donc Madame Penda Ndiaye, donc toutes nos félicitations pour cette attestation de reconnaissance et belle continuation dans cette agence. La suivant Mamoudou Traoré. Enfin, le premier homme. Donc, Monsieur Mamoudou Traoré, donc toutes nos félicitations pour cette attestation de reconnaissance et on vous souhaite une belle continuation. Merci beaucoup. Abdoulaye Kamara. Donc là, vous avez démarré par les dames, quoi. Ah oui, effectivement. Donc, Monsieur Abdoulaye Kamara, donc toutes nos félicitations pour cette attestation de reconnaissance. Merci. On vous souhaite une belle continuation. Babacar Sané. Félicitations, monsieur Boubacar. On vous souhaite une belle continuation. Merci. Et une très belle carrière. Merci beaucoup. Merci. Suivant Youssouf Timéra. Nos félicitations pour cette attestation de reconnaissance et belle continuation. Bakeli Ganes. Disconnected. Connected. Merci. Attestation de reconnaissance et une très bonne continuation. Merci à vous. Suivant Massangui Badiara. Là, c'est l'Argentin. Oui. Nos félicitations Badiara pour cette attestation et une très bonne continuation. On appelle monsieur Samaki. Oui, le maître va lui remettre. Merci. Le maître lui-même, peut-être que je vais lui donner l'attestation de reconnaissance. Donc moi-même, peut-être que c'est très bien va vous remettre. Toutes nos félicitations et vraiment bonne chance vraiment pour toute ton activité.
Merci. Vous et vos collaborateurs. Merci Diallo. Votre réussite est vraiment notre réussite. Merci. Certainement, Merci. on va collaborer. Inch'Allah, merci. Voilà, dernière, M. Tandigola, Issa Tandigola. Le délégué du quartier va lui remercier. Merci. Merci. Alors, félicitations, merci à tous. Ça a été long. Merci Diallo. Donc, on va se retrouver. Vous avez tout laissé.